Merci de votre présence pour cette édition 2014 du Salon e-commerce Paris et merci de votre intérêt pour cette conférence. Donc en quelques mots pour présenter la société, nous sommes un centre nous faisons de la formation, du conseil et de l'audit sur deux types de problématiques en particulier. La problématique métier, donc on aide les e-commerçants à lancer leurs projets, où nous pouvons aider des responsables e-commerce à prendre leurs responsabilités au sein de structures existantes. Nous faisons également des formations ou de l'audit sur des problématiques web marketing, en particulier acquisition, conversion, fidélisation, donc avec des sujets tels que l'ergonomie, le référencement, et des formations sur des outils leaders du marché tels que Google AdWords, Google Analytics. Les autres types de problématiques tournent autour des solutions open source, Magento, PrestaShop et les autres solutions que vous pouvez connaître sur le marché. Alors, c'est la troisième conférence que j'ai la chance de faire ici au Salon e-commerce de Paris. Et cette année, on a choisi un sujet, bien sûr, qui a été débattu et choisi il y a des mois de ça, mais je vois que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité puisque l'édition spéciale du Journal du Net du Salon e-commerce parle de l'internationalisation, un enjeu partagé par tous les marchands. Alors, chose un peu amusante, c'est que nous aussi, on a détecté cette problématique chez nos clients. Alors, pour faire un petit sondage pour commencer dans la salle, j'aimerais que toutes les personnes qui ont un site e-commerce actuellement, qui tournent, lèvent la main. Faire une petite... Ok, donc c'est la majeure partie de la salle. Parmi ceux qui ont un site e-commerce, lesquels sont dans une PME qui vend à l'international ou qui envisage de vendre à l'international? D'accord? Et qui fait partie, on va dire, d'un grand groupe international. On va dire plus de 1000 personnes. D'accord, merci bien. Alors, l'année dernière, la conférence s'intitulait « Survivre à 2014 ». Eh bien, on a survécu à 2014. Et regardez, les chiffres sont encore là pour parler cette année. Des chiffres que nous a fournis la FEVAD. On a une croissance de plus de 17% des sites e-commerce en France pour cette année. Et on a également une croissance du nombre d'acheteurs parmi la population d'internautes en France de plus de 5%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose qu'on avait déjà fait remarquer l'année dernière et qui se confirme cette année, c'est que c'est un gâteau qui continue à accroître, mais qui croît moins vite que le nombre de personnes à se le partager. Et où aller chercher des relais de croissance, sinon à l'international aujourd'hui? Pour vous finir de citer le petit article, l'ère des sites français qui ne regardent que leur nombril est révolue. Place à l'Europe, place au monde. Eh bien, allons-y. Partons à la conquête du monde. Voyons un peu ce que le monde a à nous offrir. L'e-commerce dans le monde, c'est 16,1%, plus 16,1% de croissance, c'est 363 milliards d'euros en Europe. C'est 264 millions d'acheteurs pour plus de 645 000 sites marchands. C'est, au niveau mondial, cette fois-ci, une croissance à 13,6 et un marché à plus de 1000 milliards d'euros. Alors en France, pour revenir à la France, le point qui est intéressant, c'est de voir qu'on a 59% d'acheteurs en 2013 en France, sachant que dans le même temps, au Royaume-Uni, on en a 82% et 77% en Allemagne. Là aussi, c'est une espérance de croissance qui est de l'ordre de 20 points. C'est énorme. On a encore beaucoup de choses à faire en France à ce niveau-là. Et d'ailleurs, certains ne s'y sont pas trompés. Un petit détail, c'est un point qu'on a souhaité également aborder, c'est aussi un des points qui a fait que nous avons choisi cette thématique, c'est le nombre ces derniers temps de, entre guillemets, faux.fr que nous avons remarqué. Chose amusante, vendredi dernier, Challenge a fait un article justement sur ce sujet, en notant qu'il y avait de plus en plus de sites e-commerce étrangers qui prenaient un .fr. La loi leur permet depuis le 22 mars 2011 de prendre un .fr à partir du moment où ils sont au sein de l'Europe ou un point de n'importe quel autre pays européen. Et du coup, en 3 ans, le nombre de sites e-commerce étrangers qui détiennent un .fr est passé de 0 à plus de 300 000. Mais attention, en même temps, on se dit, ils le font, mais s'ils le font, c'est-à-dire que vous pouvez le faire aussi. Alors regardez un petit peu comment ils font. Ici, c'est zooplus.fr. C'est un site de vente de produits d'animalerie. Il n'y a que 2 choses sur ce site, quand vous arrivez sur la page d'accueil, qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Il y a un 0800. Généralement, un 0800, c'est un peu bizarre. Ça devient de plus en plus rare parce que c'est quelque chose qui n'aide pas du tout à la conversion sur un site e-commerce français. Mais surtout, vraiment, le gros point, c'est le label en anglais Leading Pet Shop in Europe.
Ça, c'est clairement un point, généralement, qui donne envie d'aller voir un petit peu plus loin avant d'acheter sur ce site. Quand vous allez voir un peu qui sommes-nous, vous avez un texte rassurant qui va vous parler du fait que cette société est capable de livrer dans plusieurs pays, 24 pays étrangers quand même. Et jusque-là, vous ne savez toujours pas si c'est un e-commerçant français ou pas. Il va falloir aller pousser jusque dans les mentions légales pour voir que le siège social est basé en Allemagne, pour voir que le numéro de TVA est intracommunautaire, certes, mais qui commence par DE, effectivement l'Allemagne. Mais plus important, quand bien même on a eu récemment la fameuse loi Hamon, qui était la retranscription dans la législation française d'une directive européenne qui s'applique à tous, on s'aperçoit dans les mentions légales que les conditions générales de vente sont régies par la loi allemande. Ce qui veut dire que, certes, il y a des choses qui ont été nivelées par le bas au niveau de l'Europe. Typiquement, on a tous désormais 14 jours de rétractation en Europe, pas en Suisse par exemple. Il n'y en a pas de rétractation en Suisse. Par contre, un pays peut imposer des délais de rétractation plus longs. Il peut très bien décider que chez lui, ça sera 30 jours. Et si vous vendez à ce pays-là, c'est la législation de ce pays-là qui va s'appliquer aux produits que vous vendez à destination de ce pays. Et pour déterminer au niveau légal que vous vendez à destination de ce pays, il suffit d'avoir la langue de votre site dans le pays en question et d'avoir clairement des modalités de paiement, des modalités de livraison destinées à cette clientèle. Alors on va passer un petit peu, et voici ce qu'on peut trouver dans nos journaux comme type de une actuellement à la rubrique entreprise. L'e-commerce français, il s'exporterait mal. Il ne rayonnerait pas vraiment à l'international, faute d'investissement pour répondre à une clientèle étrangère. Pourtant, on a de sérieux atouts. J'entends parler très souvent de la contrainte au niveau du... Allez, on va dire qu'on surprotégerait le consommateur en France. Il faut voir, hein, en Allemagne, c'est vraiment pire. Ceux qui parlent de la France, ils n'ont rien vu. Mais d'un autre côté, pourquoi systématiquement le voir comme une contrainte? Par rapport à certains pays étrangers moins scrupuleux, c'est un formidable argument, c'est un formidable avantage concurrentiel à avancer par rapport à leurs clients sur leur marché local. Alors, s'il fallait évoquer quelques raisons principales de se lancer, j'en avancerai 4. D'abord, développer ses ventes, évidemment. Mais aussi optimiser son circuit entre promotion et vente. Il est évident que si vous avez vos biens qui sont produits à partir d'un pays donné, il peut être intéressant d'envisager de vendre dans ce même pays. Ça raccourcit le circuit de distribution. Il y a également une autre raison, c'est d'augmenter sa notoriété et pourquoi pas, dans une moindre mesure, de faire des tests de marché ou de produits. Pour réussir, il y a 4 principales clés. La première et peut-être la plus importante, c'est de penser local. En aucun cas, vous ne pouvez prendre votre business national, faire un copier-coller et aller l'exporter tel quel à l'étranger. Que ce soit d'un point de vue de paiement, de logistique, de web marketing ou même d'offres tout court, ce n'est pas possible. Vous devez systématiquement adapter votre business et votre marketing aux spécificités des marchés que vous allez attaquer. Prévoyez d'ailleurs un business plan et un plan de lancement sur chaque zone. Rationalisez également votre offre. Bon, entre nous, proposer des produits de placement dans les pays du Sud, là actuellement, vous n'allez pas avoir la cote, quoi. Si vous essayez de vendre de l'assurance chômage en Suisse alors qu'il y a un chômage de moins de 3%, ça ne va pas trop passer non plus. Il y a un autre point qui est très important aussi, c'est de bien réfléchir à la technologie que vous allez choisir. Il y a certaines technologies qui vont vous faciliter le travail en termes de spécificité locale, en termes de langue, de devise, de prix, de catalogue produit, de règles promo que vous pourrez paramétrer avec les spécificités locales. Tout en ayant une instance globale, vous pourrez avoir des sites différents pour chaque pays. Il y a des solutions open source, Magento et PrestaShop pour ne pas les nommer, qui font ça très bien. Il y a également des solutions SaaS sur le marché qui aujourd'hui sont arrivées à maturité. J'en ai cité quelques-unes. Vous avez pu avoir l'occasion d'en voir d'autres sur le salon. Alors, il y a certains pièges à éviter quand on décide de se lancer à l'international. Des pièges assez bêtes. Hein. Vous allez voir que la première des questions à vous poser, c'est votre stratégie de nom de domaine. Il y a plusieurs possibilités quand on réfléchit à la problématique pays-langue. Je dis bien pays-langue. N'envisagez pas le problème uniquement sous l'axe de la langue ou sous l'axe du pays. Jusqu'à preuve du contraire, en Belgique, il y a 3 langues officielles et en Suisse, il y en a 4. Si vous prenez le Canada, il y en a au moins 2. Donc, une des très bonnes solutions à privilégier, c'est l'extension de nom de domaine avec le point quelque chose du pays. Simplement,
si on avait une problématique de langue, par exemple pour la Belgique, on rajouterait un /NL ou un /FR après le BE pour préciser de quelle partie du site, en quelle langue le visiteur peut accéder au contenu. Alors, très rapidement, les avantages et les inconvénients. On va avoir globalement un ciblage géographique plus clair, avoir des langues qui peuvent être, comme je viens de le dire, précisément sous répertoire. On va avoir des exigences légales qui parfois vont imposer ce type de nom de domaine selon les pays qu'on attaque. Au niveau des inconvénients, puisque vous devrez acheter un nom de domaine par pays, ça va vous coûter plus cher. Bon, allez, plus cher, allez, 12 € par an par nom de domaine, ça ne va pas chercher loin. La problématique, par contre, des disponibilités des noms de domaine des pays qui vous intéressent est là, par contre, très importante. Selon que vous ayez un nom plus ou moins générique, les noms de domaine peuvent être déjà pris. Le coût d'hébergement va être démultiplié également. Et là encore, l'avantage de l'exigence légale, c'est que son pendant, c'est que vous n'aurez pas le choix. Alors, l'autre possibilité, c'est de choisir un sous-domaine. Les avantages sont à peu près les mêmes que pour l'extension de domaine, à ceci près que ça va être plus compliqué pour l'utilisateur de différencier entre la langue et le pays, puisqu'on pourrait avoir quelque chose comme be.ecommerce.com/nl pour les Flamands en Belgique. Ça commence à faire un peu brouillon. De la même façon, on peut décider de paramétrer le pays et la langue en sous-répertoire. Là aussi, alors c'est plus facile à paramétrer qu'une extension de domaine ou un sous-domaine. Par contre, et ça requiert beaucoup moins de maintenance, puisque en fait, il s'agit que d'un seul et même site. Par contre, la problématique, c'est que là aussi, il va falloir différencier la langue et le pays. Imaginez un peu /be-nl. Là aussi, c'est très peu compréhensible au premier coup d'œil pour l'utilisateur non averti. Enfin, il y a une dernière solution, c'est d'utiliser des variables dans l'URL, des variables pour indiquer la localisation ou le pays. Bon, ça, c'est à éviter, c'est pas moi qui le dis, c'est Google. Google ne voit pas très bien ce qui se passe au niveau de ses robots après le point d'interrogation, donc à partir de la variable. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est, d'après Google lui-même, clairement déconseillé. Donc des 4 solutions présentées, envisagez une des 3 premières, et si possible la première. Alors, ok, il faudrait un site dans l'idéal par pays, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un Espagnol qui décide de commander sur mon site allemand, par exemple ? Il y a plusieurs solutions là aussi, elles ne se valent pas toutes. La première des solutions que je vous évoquerai, c'est la possibilité de transférer le panier du client d'un site national à l'autre en fin de parcours. C'est une excellente façon de perturber votre client parce que, nonobstant le fait que vos prix, à part si on reste interne à l'Europe, mais nonobstant le fait que vos prix ne seront pas forcément identiques, ils ne vont pas se contenter de celui de la conversion de devise, vous allez forcément avoir des coûts qui sont différents, un prix du marché qui va être différent d'un pays à l'autre, donc vos prix ne seront pas identiques. Donc du coup, si le client a la surprise de voir le prix de son produit automatiquement converti une fois que son panier a été transféré, ça ne va pas lui plaire. Deuxième solution, vous pouvez opérer ce qu'on appelle une redirection automatique par adresse IP. Tout simplement, votre site détecte via l'adresse IP de l'utilisateur le pays duquel il est originaire et lui présentera automatiquement le bon site. Ça existe par exemple avec différents sites. Vous allez chez Opticien24 par exemple, vous tapez opticien24.fr, vous serez redirigé sur le .com. L'idée avec ça, c'est que c'est pas mal, mais on évite, en tout cas, c'est un expert en ergonomie qui vous le dit, on évite d'imposer des contraintes à l'utilisateur. Là, vous lui imposez une contrainte, il ne peut pas choisir son pays. Donc le minimum à faire, c'est qu'à côté, vous lui laissez la possibilité de changer de pays. Et vous l'informez aussi le plus rapidement possible des possibilités de livraison qui sont offertes sur le site où il est en cours. Parce que ce n'est pas parce qu'il a choisi un pays, où vous lui avez imposé un pays donné, qu'il est au courant automatiquement que vous ne livrez que dans cette zone-là. Peut-être que dans sa tête, il se dit « Ok, je suis belge, mais j'ai choisi le site français, peut-être qu'ils vont quand même livrer chez moi ». Donc donnez toujours au plus tôt possible de l'information à votre client. La dernière solution, c'est une solution qu'a choisi un de nos clients. C'est aussi une solution qu'a choisi un grand nom du e-commerce en son temps, c'était Pixmania. C'est de faire une page d'accueil globale qui présente tous les pays. Ça donne quelque chose dans ce goût-là. Alors, parlons un petit peu des outils qui existent pour investir à l'international. Le premier des outils auxquels vous devez penser, c'est le plus important peut-être, c'est la traduction. Alors, la traduction, c'est un terme un peu galvaudé. Et en fait, pour parler correctement, il faudrait parler de localisation. Pourquoi ? Parce que
On ne peut pas se contenter de faire traduire son site par quelqu'un qui a un, je ne sais pas, un DESS langue étrangère appliquée. Ça ne sera jamais aussi bien perçu par les utilisateurs finaux que si ça avait été rédigé par quelqu'un qui était natif de la langue. Il y a des tournures de phrases, il y a de l'argot, il y a des jeux de mots qui ne passeront pas dans certains pays quand bien même vous avez un linguiste. À défaut, pourquoi pas? On peut toujours trouver des traducteurs à moindre coût. L'anglais, par exemple, est une langue qui est parlée dans plein de pays au monde, y compris des pays qui pourraient vous fournir des solutions de traduction à faible coût. Mais par pitié, évitez Google Traduction. On le voit encore et on le voit sur des sites e-commerce. Franchement, pas des petits sites, des sites qui sont une certaine aura, mais qui se permettent encore de mettre en place ce type d'outils. Ça fait franchement cheap. On va voir pourquoi après. Pensez notamment à suivre les bonnes pratiques de Google concernant le multilingue. Google a mis sur son site support un certain nombre de conseils à appliquer pour tout ce qui concerne les sites en multilingue. Je vous encourage vivement à les suivre. Rappelez-vous, Google en France, c'est 95% du marché. Vous n'aidez pas Google, vous ne suivez pas les meilleures pratiques de Google, vous allez forcément être pénalisé d'une façon ou d'une autre. Faites la traduction intégrale de votre site. Ne vous contentez pas des pages produits, ne vous contentez pas juste des titres, ne vous contentez pas juste des descriptions. Traduisez l'ensemble du site. C'est votre crédibilité qui est en jeu vis-à-vis de vos clients étrangers. Je vous garantis qu'en termes de perte de conversion, la première des problématiques, ça va être la langue. Ça ne va pas être le panier ou la livraison. En premier lieu, ils vont regarder si le site est dans leur langue. Ça va les rassurer. D'autre part, accessoirement, Google pourrait également vous pénaliser parce qu'il va estimer que le site d'origine, c'est-à-dire votre site national initial, et le site du pays dans lequel vous attaquez, s'il n'est pas intégralement traduit, pour les parties non traduites, il va estimer que c'est du contenu dupliqué et vous serez pénalisé et sur le site du nouveau pays et sur votre site d'origine. Alors voilà pourquoi il faut éviter Google Traduction. Hein. Ça, c'est New Relic, donc c'est un site qui est relativement connu, en tout cas aux États-Unis. Ce genre de traduction, ils ont franchement peu de chances de décrocher un client français avec ça. Enfin, constatez vous-même. Alors les outils en web marketing, sachez tout simplement que les Français et les Européens, globalement, sont très très friands de Google. C'est respectivement 95% du marché en France, des moteurs de recherche, et 90% en Europe. Les USA sont légèrement plus équilibrés, avec 66% du marché pour Google et respectivement 17 et 12% du marché pour Yahoo et pour Bing. Alors les Chinois, quant à eux, puisque c'est un sujet d'actualité, eux, ils ont tout simplement banni Google, c'est plus simple comme ça, hein, finalement. Ils lui préfèrent le moteur de recherche local qui s'appelle Baidu, à l'exception de Hong Kong, qui garde encore certaines prérogatives locales du fait de leur historique avec la Grande-Bretagne. Alors, au niveau des flux de données, un détail très important, pour tout ce qui est flux de données, à savoir les opérations commerciales, le catalogue, la gestion des stocks et des retours, faites très attention avec vos prestataires techniques à ce que ces flux ne se mélangent pas. Vous avez forcément plusieurs pays, vous avez dans l'idéal une gestion de stock qui est différente, etc. Faites attention à ce que ces flux ne se mélangent pas. Sachez par exemple aussi, en termes d'outils web marketing à privilégier, si vous attaquez des pays du Nord, les utilisateurs préfèrent rechercher les meilleurs prix à travers des comparateurs de prix. Au niveau des pays du Sud, c'est des mœurs qui sont légèrement différentes avec par exemple de l'emailing et des liens sponsorisés, c'est-à-dire typiquement de l'AdWords, qui sont plutôt privilégiés. Renseignez-vous également sur les labels de qualité locaux. Tout ce qui est Trusted Shops, qui est à l'origine était allemand et commence à débarquer un peu partout en Europe et désormais bien implanté en France. EHI Retail Institute, qui est également allemand, Confianza Online. Faites ce qu'il faut pour les obtenir, en tout cas ceux qui sont leaders du marché, ceux qui sont reconnus sur leur marché, afin de rassurer vos clients. Dans AdWords, si vous utilisez AdWords comme outil web marketing pour faire de l'acquisition, créez un compte par pays. Vous pouvez ensuite gérer l'ensemble des comptes nationaux avec une gestion multi-compte, c'est-à-dire un compte maître qui va gérer tous les comptes, mais il est très judicieux de segmenter votre web marketing sous AdWords en un compte par pays. Alors maintenant, on va se pencher un petit peu sur l'énorme défi que peuvent représenter les différences culturelles et les avantages concurrentiels qu'on peut parfois en déduire.
Par exemple, regardez cette marque que vous connaissez tous. Regardez comment elle s'adapte à chaque fois à la population locale. Quand vous regardez un petit peu ce qu'ils font, c'est quand même, vous voyez bien que vous n'avez pas un site qu'on se contente de copier-coller partout. Ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, bien sûr, je sais que pour certains, vous allez me dire, nous, on est des petits commerçants, on n'a pas la prétention d'être Coca-Cola. Ce qu'on veut, c'est déjà être présent à l'international. OK. Mais ça ne vous dispense pas, comme vous avez pu le voir dans certaines des slides que je viens de passer, de réfléchir au fait que dans la culture orientale, la langue est inversée. Si vous mettez le logo en haut à gauche, ils vont clairement comprendre que vous êtes des Occidentaux parce que pour eux, c'est en haut à droite. Donc il y a des petites choses comme ça à penser. Alors les pièges habituels, renseignez-vous sur les protocoles pour échanger avec vos clients. Quand je parle de protocole, en Espagne, c'est le tutoiement qui est plutôt assez naturel, même pour échanger avec ses clients. En Allemagne, si vous ne passez pas au vouvoiement, vous risquez d'avoir un petit problème de crédibilité vis-à-vis de vos clients. La signification des couleurs ou des icônes change d'un pays à l'autre. Déjà, rien qu'à vous, si je vous demandais dans la salle à quoi vous fait penser une loupe, j'aurais, je pense, approximativement 50% de la salle qui va me parler d'un zoom et 50% de la salle qui va me parler de recherche. Donc déjà, au sein de votre territoire national, sachez que la signification, ce qu'on appelle dans le jargon ergonomie l'affordance de certains pictos ou icônes est très important et en plus va différencier entre les pays. Au niveau des formulaires, de la même façon, on va avoir par exemple beaucoup de e-commerçants français qui vont faire des formulaires de contact ou des formulaires dans le checkout, dans le tunnel d'achat, où les clients étrangers, notamment francophones, vont pouvoir saisir leur adresse postale pour la livraison. Si vous imposez absolument 5 chiffres dans le champ code postal, entre guillemets, à la française, bah vous perdez les clients suisses et vous perdez les clients belges. Parce que pour les clients suisses, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont que 4 chiffres. Donc ils vont être systématiquement en erreur. De la même façon, nous, on a vécu, français, et on vit encore un peu le problème, parce que combien de sites e-commerce français nous demandent encore de saisir dans les formulaires un champ région, alors que c'est complètement inutile, tout simplement parce que le modèle américain a un champ state, qui là-bas est obligatoire. J'en vois qui sourient, d'ailleurs, je pense que ça a déjà dû leur arriver. Les poids, les mesures et les tailles, pensez bien que là aussi, il va falloir faire du sur-mesure. En Grande-Bretagne, si vous vendez des chaussures, le 38-37, ils ne connaissent pas. Ça va être plutôt quelque chose qui va être tourné entre du 6, du 6-5. Sachant que les Américains, ils ont exactement la même notation, mais avec une taille d'écart. Du 7 en Grande-Bretagne, c'est du 8 aux États-Unis. Quand on ne le sait pas. Au niveau du service client, c'est pareil. La hotline, est-ce qu'elle est payante? Est-ce qu'elle est gratuite? C'est quoi les mœurs du pays? Si vous essayez de faire une hotline payante en Allemagne, vous allez clairement au-delà d'un taux de conversion qui va chuter parce que ce n'est pas dans leurs habitudes. Chez eux, ça doit être gratuit la hotline. Par contre, au niveau des horaires d'ouverture, on va avoir des horaires très larges dans certains pays et beaucoup restreints dans l'autre. C'est une question d'habitude. Au niveau des délais de retour, suite à la loi Hamon, il y a eu une harmonisation de la loi européenne, comme je disais. Maintenant, c'est censé être 14 jours partout. Sauf la Suisse, elle n'est pas dans l'Union européenne. Là-bas, ça n'existe pas les délais de rétractation. Si jamais vous souhaitez exporter en Suisse, vous êtes soumis à la législation française, donc vous devrez proposer des délais de rétractation. L'inverse n'est pas forcément vrai. Un e-commerçant suisse ne sera pas tenu de proposer à des clients français un délai de rétractation. Les délais de remboursement et les obligations légales sont aussi à analyser de façon très particulière. Notamment, je vais en parler après, de la TVA. Au niveau des prix et du taxe, justement, autant que possible, essayez de vendre dans la devise locale. Par contre, méfiez-vous en particulier de la volatilité des changes. Tout simplement, si vous vendez dans une devise étrangère et que vous avez un compte par pays et que vous souhaitez rapatrier vos fonds dans la maison mère, c'est généralement ce qui se passe, vous pouvez avoir un risque de volatilité contre lequel il faut absolument vous prémunir parce que d'une semaine sur l'autre, on ne sait jamais, on a déjà constaté des différences de 10 à 20 points. Soyez particulièrement attentifs au pricing local. Là, c'est une question qui va être très simple. Par exemple, en dollars, est-ce que si vous vous mettez à vendre sur le marché américain, vous appliquez la bête conversion 1 euro égale 1,30 $, ou est-ce que vous décidez d'appliquer ce qui se fait un peu plus sur le marché, 1 euro est égal à 1 $, tout simplement parce que vous allez subir des coûts intermédiaires et que si jamais vous ne prévoyez pas ces coûts et vous n'étudiez pas le prix sur le marché local, vous risquez d'avoir votre marge commerciale qui va fondre à vue d'œil. Et si votre marge commerciale n'existe pas ou est trop faible, vous ne pourrez pas investir. Et comme on l'a indiqué juste avant,
de ne pas investir, c'est mourir. Au niveau de la TVA, méfiance. Certains pays réclament d'avoir un numéro de TVA local à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires. D'autres pays, en plus, ont la joyeuse idée d'avoir des TVA locales, régionales, en plus des TVA nationales. Le Canada, par exemple. Il y a également des taxes spécifiques. La plus connue pour nous, c'est l'écotaxe en Europe. Encore que là, on pourrait en discuter. Je pourrais refaire une conférence là-dessus. Il faut y penser. Toute taxe spécifique va entraîner un surcoût de développement pour vous, puisque vous allez avoir besoin d'un développement spécifique, notamment au niveau de votre module de paiement. Si vous n'anticipez pas ce besoin de budget, vous risquez d'avoir des problèmes. Alors, n'oubliez pas non plus les droits de douane. Alors, les droits de douane, bien sûr, si jamais vous avez une filiale, ça va de soi. Vous allez avoir la douane à gérer entre votre maison mère et la filiale. Par contre, moi, je parle du droit de douane que va devoir subir le client étranger. Vous allez me dire, c'est pas mon problème. Bah, le problème, c'est que si le client n'a pas été prévenu, il va tirer une sale tronche à l'arrivée. Et un client pas content, généralement, il ne revient pas. Donc, c'est une perte au niveau de votre fidélisation. Sachez aussi que si jamais vous n'avez pas respecté les normes locales, c'est encore pire. La douane va tout simplement détruire le produit. Là, c'est encore pire au niveau de crédibilité et au niveau de la fidélisation du client, évidemment. Alors parlons un petit peu du paiement et des fraudes. Quel mode de paiement adopter? La carte de débit, de crédit, attention parce que dans certains pays la nuance est très importante. En Belgique on parle de carte de crédit pour ce qui est de Visa parce que c'est systématiquement paiement à 30 jours. Alors qu'une carte à débit immédiat chez nous, ça n'existe pas en Visa chez eux, ça s'appelle une carte de débit. Donc la sémantique et les usages selon les cartes peuvent changer. En plus Visa, Mastercard est majoritaire en France. Aux États-Unis vous trouverez American Express et Discovery. Au niveau de d'autres pays, vous trouvez encore autre chose avec Maestro qui est très répandu en Angleterre et en Suisse par exemple. Le virement est également une solution qui est majoritairement utilisée dans certains pays. Par exemple, c'est la solution de paiement majeure en Allemagne, également aux Pays-Bas et au Brésil. La solution de paiement globale également, c'est PayPal. Et après, il y a une spécificité franco-française qui est à bannir parce que bien souvent, elle est payante quand on l'émet, elle est payante quand on l'encaisse à l'étranger, c'est le chèque. Ça, si vous vous destinez à l'international, vous pouvez l'oublier. Il y a différents systèmes de paiement suivant les pays aussi. Vous avez iDeal aux Pays-Bas, Bancontact en Belgique, Combini au Japon. Pour information, le 3D Secure désormais qu'on a en France quand on paye par carte, vous savez ce SMS que vous recevez tous, il faut retrouver son portable, vous devez saisir un code, ça fait chuter les taux de conversion, c'est une catastrophe. Ça n'existe pas en Belgique. Chaque banque fournit à ses clients une petite calculette, vous insérez votre carte de crédit dedans, vous tapez un code, cryptographie magique, il y a un autre code qui ressort, vous rentrez le code sur le site du marchand, votre paiement est validé, vous êtes authentifié. Chaque pays a ses cultures, chaque pays a ses outils, pensez-y. Alors, il n'y a pas que la question du comment, c'est quand le paiement doit-il intervenir. En France, l'usage, les coutumes veulent que c'est majoritairement à la commande, même si la FEVAD et de plus en plus d'instances du e-commerce réclament que ça passe à l'expédition. Dans la plupart des pays européens, c'est effectivement à l'expédition, et également aux USA. Avec un point qui se distingue, c'est l'Italie qui le fait carrément à la réception en contre-remboursement pour eux. Mais ils utilisent aussi majoritairement des cartes prépayées, ce qui n'existe dans aucun autre pays de l'Union européenne. C'est à savoir. Pour éviter les fraudes, vous avez deux solutions. Selon les pays, selon les estimations et les études qu'il y a au niveau des fraudes du commerce électronique, vous pouvez limiter vos paniers en valeur et en volume. Mais ça ne vous dispense aucunement de vous prémunir d'une façon quelconque, notamment via une assurance garantie, contre les impayés, je vous le conseille vivement. Au niveau logistique, vous avez deux solutions. Soit vous livrez à partir de votre pays d'origine, soit vous livrez à partir d'une plateforme logistique locale, un partenaire, ce qu'on appelle un e-logisticien. Dans tous les cas, il vaut mieux prévoir votre gestion des retours en local. Sachez qu'en Allemagne, vu que la gestion des retours a toujours été prévue par la loi comme étant gratuite, les Allemands sont très habitués de commander un énorme nombre de produits et de renvoyer tout ce qui ne leur plaît pas. C'est dans leur culture. Contrairement à l'Italie où généralement l'acte d'achat est un acte mûrement réfléchi, vous aurez très peu de retours. Là aussi, il faut prévoir vos investissements en fonction des coutumes locales. Méfiance également, donc c'est ce que je viens de dire, méfiance avec les retours. Au niveau de la logistique encore, les méthodes de livraison diffèrent d'un pays à l'autre. Parfois, elles vont même être différentes au sein d'un même pays. La France est un exemple typique avec les dom-toms. La logistique pour les dom-toms est très complexe. Certains e-commerçants d'office ne proposent pas de livraison vers les dom-toms tellement ça leur semble insurmontable ou trop coûteux, ou en tout cas pas assez rentable. Donc si ça diffère déjà au sein d'un même pays, je ne vous raconte pas avec l'étranger les problématiques que vous pouvez avoir. Pensez également à la gestion de vos stocks en automatisé ou en manuel. Certains
CMS, Magento par exemple, ne sont pas capables de la gérer au niveau de chaque site, mais uniquement au niveau de l'instance globale, donc avec un développement spécifique. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu faire au niveau d'un client de l'académie. On l'a aidé pour le marché russe à développer une gestion des stocks spécifique pour la Russie au sein de Magento, ce qui lui a permis de continuer à avoir une instance globale, mais à gérer ses stocks par site. Au niveau de l'hébergement, en quelques mots, évitez d'héberger, si vous ne souhaitez pas vous implanter physiquement dans le pays visé, évitez d'héberger votre site, parce que en hébergeant votre site, ça peut donner du grain à moudre aux autorités locales pour un prétexte pour vous fiscaliser. Hein. Ils vont prendre prétexte que vous êtes fiscalement domicilié chez eux, à cause notamment de votre hébergement. Le revers de la médaille, c'est que Google, pour lui, le fait de voir un serveur qui héberge votre site, qui est dans le pays d'accueil, généralement, c'est un plus dans le référencement. Alors, je voudrais vous parler d'une habitude qui est très américaine, qui commence à se répandre à l'international, et en France, on commence à voir certains sites qui le font. C'est ce qu'on appelle le guest checkout, la commande en tant qu'invité. Je ne sais pas je ne sais pas pour vous, mais quand vous rentrez dans une boucherie ou dans une boulangerie, on ne vous demande pas votre carte d'identité quand vous allez acheter votre pièce de bœuf ou votre baguette de pain. Pourquoi est-ce qu'on imposerait ça en e-commerce ? Pourquoi est-ce qu'on imposerait systématiquement au client de rentrer son adresse email ou de créer un compte avec adresse email et mot de passe qui fait chuter les taux de conversion ? Il y a une célèbre histoire, le bouton à 300 millions de dollars, je vous invite à aller la chercher sur Google, mais en quelques mots, la solution c'est ça. On permet aux gens de rentrer uniquement les informations dont ils ont besoin pour être livrés. Son adresse postale, nom, prénom, basta. Et à la fin, éventuellement, au lieu d'une contrainte, on propose de laisser son adresse email afin de nourrir la base de données client. Autre solution qui a été lancée par Amazon, mais PayPal fait la même chose avec son PayPal Express. Ça, par contre, ça marche très fort. Quasiment tous les sites e-commerce américains l'ont adopté. Et il y a de plus en plus de sites e-commerce français qui s'y mettent. C'est l'achat en un clic. Alors, bien sûr, il faut avoir préalablement été enregistré, mais honnêtement, il y a très très peu de gens qui n'ont pas un compte PayPal. Et en plus, c'est vraiment la solution qui est la plus utilisée au niveau mondial. Donc, ça marche très fort. J'en arrive à la conclusion de cette conférence. Je voudrais simplement que vous reteniez certaines choses bien spécifiques. Si vous ne deviez retenir que ces choses-là, pensez local. L'ergonomie est spécifique à chaque pays. Et l'ergonomie, ce n'est pas juste le design. C'est l'ensemble des fonctionnalités et la facilité à les utiliser pour l'utilisateur de vos sites web, de vos sites e-commerce. Choisir la bonne solution technologique. C'est vraiment quelque chose qui va vous éviter un certain nombre d'ennuis, un certain nombre de soucis. Optimisez votre stratégie multi-pays, multilingue, notamment via les noms de domaine, comme on a pu le voir dans les différentes slides. Adaptez votre offre, c'est-à-dire si jamais vous avez des produits qui ne se prêtent pas au marché local pour X raisons, ce n'est pas la peine de les mettre. Adaptez votre pricing en fonction du marché local et vos outils web marketing. Prévoyez également tout ce qui est logistique, le paiement et la livraison. Enfin, puisque j'ai cru voir qu'il y avait à la fois des PME dans la salle et quelques grands groupes, dans les deux cas, vous aurez une problématique, au-delà de tout ce qu'on a pu voir dans les différentes slides, c'est la problématique, il faut de l'argent. Et à un moment ou à un autre, vous allez devoir rationaliser vos coûts. La plupart du temps, dans le e-commerce à l'international, vous avez une maison mère qui va piloter, pour notre cas de la France, l'ensemble des activités de chaque site. Chaque site aura peut-être une équipe ou pas d'ailleurs, vous pouvez tout gérer de la France, vous pouvez décider d'avoir des équipes en local, mais ça va être la maison mère française qui va générer et gérer les investissements, ou ça va être peut-être eux qui vont décider la stratégie et le niveau, on va dire, pratique, tactique va être géré par les équipes locales. Dans tous les cas, pour rationaliser vos coûts à partir d'une instance unique, c'est-à-dire à partir de votre infrastructure française, nous, on a des solutions à vous offrir. N'hésitez pas à venir nous voir.